Mesdames et messieurs, attachez vos ceintures. Cap sur Torgny, Nobressart, Our et Chaspierre, 4 des plus beaux villages de Wallonie. Préparez-vous à prendre de la hauteur. Et si je vous disais qu'aux confins du royaume, l'on peut ressentir comme un délicat parfum de Provence? À la croisée des chemins entre Lorraine belge et française s'élève un village de 340 âmes où l'on peut presque entendre le chant des cigales. Ses rues cajolées par le soleil et ses maisons en pierre calcaire de couleur ocre lui offrent un charme atypique. Son nom est issu du patronyme d'un gallo-romain qui aurait choisi d'y établir son domaine agricole. On l'appelait Taurignacus, ce qui donne aujourd'hui le nom de Torgny. Torgny fait partie de ces anciennes communes où subsiste un patrimoine exceptionnel, plus que séculaire comme en témoignent ces maisons millésimées. La rue Jean offre par exemple une vue sur un ensemble de maisons datant de 1741 à 1785. À l'intersection des rues de Lamorteau et de Péchière notamment, la Maison Rose suscite bien des interrogations par sa tonalité. Sa couleur, qui attire instantanément le regard, est issue d'une adjonction de sang de bœuf au lait de chaux. Comme la plupart des bâtiments, cette ferme multicellulaire, classée comme monument historique en 1970, a été couverte de tuiles en terre cuite d'inspiration romaine. Les toits de chaume représentant un danger permanent en cas d'incendie, c'est notamment sous la pression des compagnies d'assurance que les tuiles sont venues coiffer les habitations dès le 19e siècle. Situé sur le versant d'une vallée creusée par la Chière, cet affluent de la Meuse qui constitue une frontière naturelle avec la France, Torgny est donc le village le plus méridional de Belgique. Sa situation géographique privilégiée à l'abri des vents du Nord a permis aux Romains de généraliser la culture de la vigne dans la région. Les citoyens de l'Empire ayant pour habitude de faire l'apologie de la boisson, lorsque celle-ci déliait les langues, posant ainsi les bases d'une conversation franche, d'où la locution latine « in vino veritas ». Savez-vous que l'un des terrains doit son nom à une ancienne coutume gaumaise? En l'occurrence, lorsqu'un chasseur tuait un loup, la bête était pendue à un arbre à l'orée de la forêt pour dissuader ses congénères de s'aventurer dans le village. Le dernier d'entre eux fut suspendu à un poirier, d'où le nom du vignoble, au poirier du loup. Au centre du village, la place Albert-Paul porte le nom de ce maréchal des logis fusillé le 14 août 1944 sous l'occupation allemande. On y retrouve ce qui fut la mairie, l'église, reconstruite en 1948 par un architecte arlonnais, suite au bombardement de la ligne Maginot, cette ligne de fortification érigée aux frontières de la France. Prenons maintenant la direction de la rue de l'Ermitage. Pour se protéger des épidémies, celle de 1636 ayant décimé plus de la moitié de la population, les habitants de Torgny se lancent dans la construction d'une chapelle puis d'un ermitage, au bénéfice des hommes qui souhaitent dédier leur vie à Dieu. Et si je vous disais qu'aujourd'hui encore, une religieuse y vit de manière totalement recluse. À 99 ans, sœur Marie Bernard occupe toujours les lieux depuis 1975, bien déterminée à accomplir son dessein. Sœur Marie Bernard n'est pas la première religieuse à avoir fait du chemin jusqu'à Torgny. Au début du XXe siècle, alors que la France s'apprête à proclamer la loi Combes interdisant définitivement aux communautés religieuses d'enseigner, les sœurs de Sainte-Chrétienne passent la frontière en provenance de Longuillon et s'installent dans ce couvent, rue Escoffiette. Elles y ouvrent une école qui acquiert au fil du temps une grande réputation avec notamment plus de 100 pensionnaires venus de l'Hexagone. Les sœurs y entretiennent également un potager et une micro-ferme, la population bénéficiant de soins médicaux et d'une aide familiale jusqu'en 1934, date de fermeture du pensionnat. À Torgny, il suffit d'arpenter les rues pour découvrir ce que la Gaume a de plus beau à offrir, des richesses ancestrales, architecturales et patrimoniales. Comme l'ont dit les écrivains Claude Roussy et Franck Andria, on ne passe pas par la Gaume, on y va.
ce village, l'on racontait qu'un sorcier avait le pouvoir de faire disparaître les vaches de leur étable, privant ainsi les agriculteurs de leur lait. Cet individu malveillant, capable de s'infiltrer chez celui qui ne prenait pas garde, était donc en mesure d'apporter des quantités de beurre supérieures à quiconque au marché d'Arlon. Cette légende traduite du Wintergrün s'intitule « Le sorcier de Nobressart ». Appelé Elkerot au XIIIe siècle, puis Abrissart ou encore Abressart, Nobressart, qui compte aujourd'hui plus de 500 habitants, est le village le plus étendu du Val d'Aterte. Un village qui se caractérise par ses bâtiments d'implantation ardennaise et de volume jointif typiques de la Lorraine, comme en témoignent des fermes érigées aux alentours de l'an 1800. Des habitations composées de moellons réalisées à l'aide de grès et de schiste, puis recouvertes d'un enduit protecteur à base de chaux et de sable précédant le ciment. À Nobressart, comme vous avez déjà pu l'entendre, ont longtemps demeuré de mystérieuses légendes. Prenez cette habitation qui est sans doute l'une des plus anciennes de la localité. Autrefois, l'on racontait que dans l'enchevêtrement des poutres de la charpente se reposait une sorcière plusieurs fois centenaire qui était, dit-on, déterminée à tuer sans pitié toute personne qui oserait troubler son sommeil. Une menace prise très au sérieux par plusieurs générations de propriétaires qui, à jamais, éviteront de mettre les pieds au grenier. Au XVIIe siècle, l'un des propriétaires de la maison en question saisit la plume pour décrire les événements terribles de la guerre de 30 ans. En 1636, les habitants assistent à l'arrivée de soldats croates et polonais dans le but d'attaquer la France. Ces troupes de mercenaires sauvages et indisciplinés font vivre un enfer à la population et l'attaquent. Les villageois sont traînés par des chevaux, émasculés ou suspendus et brûlés aux poutres des habitations. Les massacres et exécutions se poursuivent jusque dans la forêt d'Anlier, où certains espéraient échapper à leur sort. Un lieu-dit rappelle cette tragédie, on le connaît sous le nom de la corne du bois des pendus. Après la guerre et la peste, seules 10 âmes subsistent à Nobressart. Le siècle suivant annonce la reconstruction, celle de l'église notamment en 1715, avant de faire place à une autre, celle-ci, dès 1844. L'un des vitraux représente Soranne, qui surplombe également le sommet de l'ancienne école communale. Au début du XXe siècle, la vie scolaire est animée avec un important nombre d'élèves pour l'époque. Parmi les autres témoins du passé, citons également le moulin de Nobressart, dont les premières traces remontent au XVIIe siècle. La cartouche rectangulaire représente l'aigle bicéphale autrichien, frappé des initiales MT, du nom de l'impératrice Marie-Thérèse. Que diriez-vous donc d'une dernière légende ? Sur les hauteurs du village, l'on retrouve la chapelle Notre-Dame des Sept Douleurs, construite par un homme originaire de Martelange, disait-on, et qui se serait perdu dans la vallée. Il avait abandonné tout espoir de survie au froid et à la fatigue lorsqu'il aperçut la lumière d'une maison à l'entrée du village de Nobressart. La lueur flamboyante des cierges donnait néanmoins des sueurs froides aux habitants du village voisin de Thiaumont, ceux-ci croyant assister à une marche diabolique. De quel genre, dites-vous ? Eh bien, de sorcières, bien entendu. Dans son guide de l'Ardenne du Sud, Pierre Poquet explique que la région de Palaiseau offre un contraste saisissant entre son plateau battu par les vents et les vallées profondes creusées par des rivières pures et limpides. Voilà qui décrit un village typiquement ardennais avec ses maisons basses en pierre de grès. Celles-ci sont enveloppées par une boucle de cet affluent de la Lesse qui porte le nom du village. Bienvenue à Our. Prestement, ces eaux claires s'insinuent parmi les pierres lisses, tourbillonnent dans les golfes sombres, forment d'innombrables cascatelles. Un grondement l'hiver, un bruissement l'été tiennent les lieux. L'endroit retiré et boisé, le spectacle permanent de la nature, y accroche le passant, l'invite à la rêverie. Voilà ce qu'écrivait Jean-Luc Duvivier de Fortan dans la Lesse ardennaise. Our est le 8e et actuellement le dernier village luxembourgeois à avoir obtenu le label plus beau village de Wallonie. Il se démarque par son pont en 2001 construit au XVIIIe siècle ou encore son église.
Élevé sur un promontoire en 1680 et entouré d'un vieux cimetière ceint d'un mur en schiste, l'édifice religieux dépendait autrefois de la paroisse de Grède. Reconstruite suite à l'incendie de la nuit de Noël 1819, l'église a été classée par la Commission royale des monuments et des sites en 1983. Naguère, à la date du 10 août, ce sanctuaire était le centre d'un pèlerinage pour la guérison de petites affections cutanées dites clochettes de Saint-Laurent, le saint auquel l'église est consacrée. Comme bien d'autres villages, Our a également ses légendes. On racontait à l'époque que les habitants se rendaient à l'orée d'une forêt pour y confier leurs chaudrons usagés au petit peuple des Lutons. Ceux-ci, très habiles dans l'art du travail des métaux, les remettaient en état pour le lendemain matin à condition de ne pas être dérangés durant leurs activités nocturnes. Aujourd'hui, ces personnages fantastiques occupent toujours une place importante dans la mythologie ardennaise. Si l'on en croit des écrits qui remontent au XIXe siècle, ce village doit son nom à un pêcheur. Il se serait établi ici à une époque inconnue où les eaux profondes de la Semois étaient déjà riches en excellents poissons. De manière à exercer son industrie dans les meilleures conditions, il aurait construit une hutte pour se protéger des intempéries, et ce contre la roche qui borde la rivière, d'où le nom latin Casa Petrea ou Cava Petra pour maison de pierre, donnant ainsi naissance à Chaspierre. Si l'histoire du pêcheur ne peut être vérifiée, tout comme le fait que le village se trouvait sur la voie romaine reliant Reims à Trèves, il est certain que le nom de Chaspierre est mentionné pour la toute première fois dans les textes au 8e siècle en tant qu'agglomération. Au contraire de nombreux autres villages gaumains qui s'étirent le long des vallées et plateaux, Chaspierre se situe sur un éperon rocheux, le Cron. Pour le croire et le voir, rendez-vous en contrebas de l'église, là où un souterrain a été taillé par l'homme dans le roc, et ce pour accéder au château fort de Chaspierre, détruit au XIVe siècle. Saviez-vous que plusieurs générations ont perpétué le fait que cette galerie était habitée par des êtres extraordinaires, doués de pouvoirs magiques? D'où son nom, le Trou des Fées. Tout comme les façades des fermes traditionnelles des XVIIIe et XIXe siècles et parfois surplombées d'une cheminée en cron, l'église Saint-Martin a fière allure. Sa construction remonte à 1702 et sa localisation sur une butte au milieu d'un cimetière emmuraillé dessine l'un des plus beaux panoramas sur la Semois. Depuis 1994, cette église figure sur la liste des monuments classés de la région wallonne, ce qui n'a pas permis d'éviter sa longue détérioration au fil des 2 décennies qui suivirent. C'est finalement en 2015, dans le cadre de travaux de rénovation, que le crépi de la façade a de nouveau été recouvert d'un enduit blanc, rendant ainsi à l'église son lustre d'antan. Depuis une quarantaine d'années, à l'occasion du Festival des Arts de la Rue notamment, nombreux sont les visiteurs à enjamber la Semois grâce à la passerelle du Breu. Naguère, c'est ici que l'on trouvait le pont du tram qui reliait Marbehan à Sainte-Cécile, au bénéfice des voyageurs mais également des usines Lambiotte pour l'acheminement du bois. Détruit durant la Seconde Guerre mondiale, le pont devient alors le pont cassé, avant de faire place à la passerelle du Breu en 2013, et ce grâce à une partie de la population qui a fait des pieds et des mains pour retrouver l'acte de propriété communale et ainsi recevoir un subside régional. Si les excavations de Chaspierre, comme on peut l'observer au Trou des Fées, sont en partie l'œuvre de l'homme, elles le sont également de manière naturelle grâce à l'eau. Les pluies qui s'abattent dans le village entrent rapidement en contact avec la roche calcaire, particulièrement poreuse. Grâce aux nombreuses sources d'eau qui s'écoulent ici, l'on comptait à l'époque jusqu'à 5 moulins en activité.
Et si je vous disais que l'on venait de très loin pour bénéficier des vertus d'une fontaine? Aux yeux des anciens, son eau est toujours considérée comme souveraine pour guérir les affections de la peau. Aujourd'hui, la fontaine Sainte-Barbe reste discrètement emmitouflée par les arbres de la rue du Breu. Au nom de toute l'équipe de TV Luxe, merci d'avoir volé avec nous. À dans un mois pour découvrir 4 autres villages. Atterrissage imminent.